On dit toujours Vienne, c'était à 2 pas de Lyon, comme si la distance se mesurait en kilomètres et non en souvenirs. Moi, je compte autrement, en jours de pluie sur la vitre, en pages roussies qui se défont comme une peau trop sèche, en soirée où le violoncelle du voisin descend l'escalier comme un animal lent et triste. Ma boutique n'a rien d'un refuge romantique. C'est un ventre de poussière, une gorge d'ombre. La façade, couleur pierre fatiguée, est si étroite qu'on pourrait croire à une erreur d'architecte. Une enseigne discrète à peine lisible. Restauration, livre ancien. Les touristes passent sans ralentir. Les habitués, eux, entrent comme on entre dans une chapelle, sans bruit, en gardant le regard bas, comme s'ils craignaient de réveiller quelque chose. Je m'appelle Solange Valéry. Le prénom est une promesse de soleil, le nom une prétention. Dans les années difficiles, j'ai appris à porter les deux comme on porte un manteau bien coupé sur une robe usée. Ce n'est pas pour tromper, c'est pour tenir. La pauvreté en France humilie plus par les détails que par les manques. Elle se glisse dans la couture d'un ourlet, dans l'odeur d'un manteau trop longtemps gardé, dans le silence au moment de payer. Alors je fais attention aux détails. Je repasse mes chemisiers. Je choisis des mots exacts. Je ne demande pas d'aide. Au fond de la boutique, il y a mon atelier. Une table lourde, tachée de colle, des pinceaux fins comme des cils, des presses, des cartons neutres, des fils de lin, et ce parfum si particulier. Mélange de papier ancien, de cuir craquelé et de poussière douce, que certains clients confondent avec la nostalgie. Je ne les corrige pas. Les gens ont besoin d'appeler autrement ce qui les dépasse. Ce matin-là, l'air est froid et clair. Le Rhône à 7 heures ressemble à une lame. Le soleil hésite encore. Il ne se donne jamais d'un coup. Il se négocie avec les nuages. Il prend son temps. À Vienne, la lumière a une patience de vieille personne. Elle sait qu'elle finira par gagner. Je travaille sur un missel du 19e siècle. La reliure a souffert. Dos fendu, mort affaissé, dorure éteinte comme des bijoux qu'on ne porte plus. J'humidifie légèrement le papier, je le caresse presque du bout du pinceau. Il y a une intimité dans ce métier. On touche les traces de mains mortes, on répare ce qui a été aimé. Et parfois, on répare ce qui a été trahi. À la fin de l'après-midi, quand la boutique se vide, je laisse la porte entr'ouverte. Non pour attirer les clients, ils viennent de moins en moins, mais pour entendre la ville. Les pas sur les pavés, une moto lointaine, le claquement d'une fenêtre, et plus bas, comme une respiration, le violoncelle. Il ne joue pas des mélodies triomphantes, il joue des phrases longues, obstinées, avec des silences qui pèsent autant que les notes. J'ignore le nom du musicien, je ne lui ai jamais parlé. Nous partageons ce pacte discret des gens qui vivent serrés. On s'entend, on ne s'envahit pas. La nuit, je monte dans la petite pièce au-dessus de la boutique. 2 chaises, une table, un lit, une lampe. Le luxe chez moi tient dans une chose, l'ordre. Quand on n'a pas grand-chose, on protège la forme. Elle évite que tout s'effondre. On m'a déjà demandé, pourquoi rester ici, Solange? Pourquoi ne pas vendre, partir, recommencer ailleurs? Les questions sont toujours naïves quand elles viennent de ceux qui n'ont jamais été effacés. Partir, c'est parfois perdre la seule preuve qu'on existe. Ici, au moins, j'ai mes gestes, j'ai mes outils, j'ai mon nom sur la vitrine, petit mais lisible. Et j'ai, dans un tiroir fermé à clé, un paquet de feuilles anciennes, jaunies, attachées par un ruban. Je n'y touche presque jamais, non par peur, par prudence. Il y a des souvenirs qui se comportent comme des braises. Si on souffle dessus, ils se rallument et brûlent la maison entière. Je sais seulement ceci. Il y a 30 ans, j'ai écrit des phrases qui n'étaient pas destinées à être belles. Elles étaient destinées à survivre. Je les ai écrites avec une fatigue dans les doigts et une honte dans la gorge. Je les ai écrites comme on laisse une trace sur une vitre embuée, pour ne pas disparaître tout à fait. Depuis, je restaure des livres pour les autres. Pour moi, je restaure le silence.
Et pourtant ce soir-là, au moment précis où la lumière dorée du couchant glisse sur les toits et que le violoncelle en bas tient une note longue comme un aveu, je sens, sans raison apparente, que quelque chose bouge dans la cendre. Ce n'est pas un pressentiment spectaculaire, plutôt une légère fissure dans l'air, comme si le passé, fatigué d'attendre, venait de poser la main sur la poignée de ma porte. Le lendemain, la ville avait ce calme trompeur des lendemains sans drame. Les mêmes vitrines, les mêmes bus, les mêmes conversations qui se croisent sans se regarder. Pourtant, quelque chose avait changé. Non pas dehors, dedans. Je l'ai compris en ouvrant le journal. Il traînait sur le comptoir, laissé là par un client de passage qui lit vite et oublie tout. Je ne lis pas toujours la presse. Elle a cette manière de transformer les vies en titres et les douleurs en rubriques. Mais ce matin-là, sans savoir pourquoi, j'ai déplié les pages comme on écarte un drap sur un corps. La photo était impeccable. Un homme au sourire doux, costume sombre, cravate sobre, l'air de quelqu'un qu'on croit volontiers capable de vous dire la vérité sans vous humilier. Armand de Villaret. Sous son nom, des phrases en gras, des citations extraites d'un dernier entretien, et ce mot que les journaux adorent, parce qu'il évite de penser immense. Ils écrivaient qu'il était la conscience d'une époque, qu'il avait su mettre des mots sur les blessures collectives, qu'il n'avait jamais cédé à la facilité. Il parlait de son œuvre comme d'un rempart, d'une lampe allumée au-dessus des âmes. Et au milieu du papier noir d'encre, il y avait une phrase, encadrée, offerte au lecteur comme une hostie. On ne guérit pas en oubliant, on guérit en apprenant à nommer ce qu'on a perdu. Je n'ai pas eu besoin de relire. Cette phrase, je l'ai reconnue avant même de la comprendre. Je l'avais écrite, moi, un soir de 1995, sur une feuille bon marché, dans une chambre où le chauffage ne marchait plus. Je m'en souviens parce que j'avais pleuré en l'écrivant et qu'une larme était tombée sur l'encre, faisant baver un mot. Je me souviens aussi du bruit du radiateur, de la manière dont la nuit à Lyon semble toujours plus lourde qu'ailleurs. Et je me souviens surtout de la sensation après. Ce mélange de honte et de soulagement, comme si j'avais arraché quelque chose de ma poitrine. Mes doigts ont tremblé, pas beaucoup, juste assez pour que le papier crisse. J'ai tourné la page. Une autre citation, puis une autre. Chaque phrase était un pas dans un couloir que je connaissais trop bien. Les images avaient changé, l'auteur avait changé, mais la voix était la mienne, sans mon nom. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté le journal, je ne suis pas faite pour les gestes larges. J'ai simplement posé la paume sur la table, comme pour prendre la mesure de la réalité, et j'ai senti la vieille table me répondre par sa solidité. Dans les injustices, on perd d'abord le sol. Alors j'ai cherché le sol. La cloche de la porte a tinté. Un client est entré, un monsieur âgé qui venait parfois pour faire réparer des romans de jeunesse. Il a parlé d'une voix légère. « Vous avez vu, quel grand homme, quelle perte !» J'ai relevé les yeux et j'ai souri. Pas par hypocrisie, par éducation. En France, on met un sourire là où on ne veut pas mettre de sang. Oui, ai-je dit. Une perte. Il a continué à parler, à citer le défunt, à vanter sa lumière. Je l'écoutais comme on écoute une météo. Cela vous concerne, mais vous n'y pouvez rien. Puis, il est reparti. La boutique a retrouvé son silence. Le violoncelle, en bas, a commencé une suite lente, obstinée, comme si quelqu'un répétait la même question sans jamais la formuler. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose menace de me déborder. J'ai rangé. J'ai rangé le journal dans un tiroir. J'ai essuyé le comptoir. J'ai remis un livre à sa place. Et puis, au moment où ma main a frôlé la clé du petit tiroir fermé, celui qui contient mes vieilles pages, j'ai compris ceci. La cendre ne s'éteint pas. Elle attend. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis autorisé une pensée courte, nette, sans théâtre. Il est mort. Mais ce qu'il m'a pris respire encore.
2 jours plus tard, j'ai pris le train pour Lyon avec un sac léger et une détermination qui ne ressemblait pas à de la colère. La colère fait du bruit, elle réclame des témoins. Moi, je ne voulais pas de témoins. Je voulais comprendre. Sur le quai, l'air sentait le métal et le café trop chaud. Les annonces se mêlaient aux pas pressés. Dans les vitres du wagon, mon reflet m'a rendu une femme droite, coiffée simplement, les lèvres fermées comme une enveloppe qu'on n'ouvre pas. Je me suis assise près de la fenêtre. Le Rhône a accompagné le trajet, tantôt visible, tantôt deviné, comme un souvenir qui refuse de Lyon m'a accueilli avec ses pierres. Elle a toujours eu cette façon de ne pas flatter, de ne pas consoler. Les immeubles anciens, les cours intérieures, les passages étroits, les tirs, c'est une ville faite pour les gens qu'on avait. Je n'étais pas revenue depuis longtemps, pas vraiment. On revient toujours un peu, en rêve, dans les villes où l'on a perdu quelque chose. Mais y poser le pied, c'est autre chose. C'est accepté. La vente de la succession Villaret se tenait dans un hôtel particulier sur les hauteurs, là où la lumière du soir s'accroche aux façades comme un dernier bijou. Devant le portail, des voitures sombres, des silhouettes bien vêtues, une odeur de cuir et de parfum qui coûte plus cher que mon loyer. On ne venait pas pleurer un homme, on venait récupérer une part de lui. À l'intérieur, la maison avait la beauté froide des lieux qui n'ont jamais manqué. Parquet impeccable, moulures, lustres trop brillants, tableaux qui vous regardent avec la supériorité tranquille des ancêtres. On avait disposé les objets sur des tables, comme des corps alignés. Argenterie, pendules, fauteuils, livres reliés, manuscrits sous verre. Les gens murmuraient, caressaient du regard, estimaient. Il n'y avait pas de violence apparente, seulement cette douceur terrible de preux. Je me suis tenue en retrait. J'ai observé. C'est mon métier, après tout. Voir les choses pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles prétendent être. Quand on a annoncé les lots de livres, mon cœur a eu un mouvement sec, presque ridicule. Certains titres, je les connaissais, non parce que je les avais lus, je les avais restaurés à une époque. Mes mains les avaient tenus, mes doigts avaient reconnu leur faiblesse. Et soudain, je me suis demandé, combien de pages ici ont été touchées par ma vie sans jamais porter mon nom? Puis le commissaire-priseur a présenté un objet qui n'avait rien de noble, un vieux coffre en bois, sombre, aux ferrures ternies. Il semblait déplacé au milieu de tant de luxe, comme un paysan dans un salon. Les gens ont eu un petit sourire, le mépris poli des amateurs d'art face à ce qui n'a pas d'étiquette prestigieuse. Lot suivant, a-t-il dit. Coffre ancien, fermé, état moyen. Provenance grenier. Personne ne s'est avancé. Les yeux glissaient dessus sans s'y accrocher. Un coffre fermé intéresse seulement ceux qui savent que le vrai se cache. Je ne sais pas ce qui m'a poussé. Peut-être la fatigue de voir ma vie racontée par d'autres. Peut-être ce pressentiment de la veille, cette poignée de porte tournée dans l'ombre. J'ai levé la main, lentement, comme on pose une question sans vouloir déranger. Le commissaire-priseur a eu un haussement de sourcils surpris. Il a annoncé un prix dérisoire. Personne n'a surenchéri. Le marteau est tombé avec un son sec, presque intime. Adjugé. Je n'ai pas souri, je n'ai pas triomphé. J'ai simplement senti un poids nouveau dans ma poitrine, non pas la victoire, mais la responsabilité. En quittant la salle, le coffre entre les mains d'un employé, j'ai croisé un miroir dans le couloir. Mon reflet tenait bon. Et dans mes yeux, il y avait quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Non pas l'espoir, qui est trop fragile, mais une forme de calme dur, comme si, enfin, la cendre acceptait de redevenir feu, sans flamme, sans spectacle. Juste assez pour éclairer. Le coffre a voyagé jusqu'à Vienne comme un invité encombrant. Dans le train, je l'avais gardé près de moi, non par crainte qu'on me le vole, qui volerait un vieux coffre terne, mais parce qu'il dégageait une présence. Les objets fermés ont une manière de vous regarder. Ils ne disent rien, et c'est précisément pour cela qu'ils parlent autant. Une fois dans la boutique,
j'ai attendu la fin du jour. C'était pas une mise en scène. C'était une habitude. Je n'aime pas ouvrir les choses importantes sous une lumière trop franche. Le soleil, en Europe, à cette saison, s'incline vite. Il dort avant de disparaître, comme s'il voulait laisser un dernier compliment aux pierres. La boutique s'est remplie de cette lueur ambrée qui rend les poussières presque belles. Le violoncelle, en bas, a commencé à jouer. Une suite grave, sans mélodie évidente, faite de phrases qui reviennent, insistantes, comme une pensée qu'on n'arrive pas à terminer. J'ai fermé la porte à clé. J'ai baissé le rideau métallique à moitié, pas pour me cacher, pour me concentrer. Sur la table de l'atelier, j'ai posé le coffre. Le bois était plus lourd que je ne l'imaginais. Les ferrures avaient mangé le temps. La serrure, elle, résistait comme résistant les secrets, sans fierté, sans rage, juste avec une obstination muette. Je n'avais pas la clé. J'ai essayé de forcer. Doucement. La brutalité dans mon métier est un aveu d'incompétence. Alors j'ai pris mes outils. Une fine spatule, un petit crochet, une pince. J'ai travaillé comme je travaille sur une reliure, en cherchant l'endroit où la matière accepte de céder sans se déchirer. Il n'y a rien de spectaculaire dans ce genre de geste. Ce qui se joue est presque invisible. Une pression, un angle, un souffle retenu. La serrure a lâché avec un clic minuscule. Un son d'insecte. Mais dans mon corps, c'était une porte qui s'ouvrait. Le couvercle a grincé. Une odeur est montée. Vieux papier, cire froide et quelque chose de plus intime. Cette odeur que prennent les choses qui ont attendu trop longtemps. Il n'y avait ni bijoux, ni argent, ni titre de propriété. Pas de fortune cachée. Seulement des enveloppes, des feuilles pliées, des carnets minces, et au milieu, comme une pièce à conviction, un document que je n'avais pas vu depuis des années, mais que mon esprit a reconnu avant mes yeux. Un enveloppe solo. Elle était abîmée sur un coin, comme mordue. Pourtant, le seau de plomb était encore là, intact, avec cette austérité administrative qui vous rappelle que même la création en France finit par passer par un guichet. Je l'ai prise avec précaution, comme on prend un oiseau fragile. Mes doigts se sont arrêtés sur la date, sur les mentions, sur l'empreinte. J'ai senti mon estomac se serrer, non pas de peur, mais de cette lucidité froide qui vous dit « tu n'as pas rêvé ». Sous l'enveloppe, il y avait des lettres, certaines ouvertes, d'autres encore scellées, adressées à des noms que je connaissais trop bien ou à des institutions. Et surtout, des lettres jamais envoyées. Les mots étaient là, prêts, et pourtant restés prisonniers comme des gens qui attendent train qui ne viendra pas. J'en ai ouvert une au hasard. L'écriture n'était pas la mienne. Une écriture masculine, régulière, presque élégante, avec cette assurance des hommes qui se savent écouter. Les premières lignes parlaient de travail, de collaboration, de talent brut. Puis, au détour d'une phrase, une condescendance douce, comme une main posée sur la tête d'un enfant. Vous écrivez avec une intensité rare, Solange. Mais le monde n'est pas prêt à vous entendre. Pas encore. Je n'ai pas continué tout de suite. J'ai reposé la lettre, j'ai regardé l'enveloppe solo, et j'ai compris ce que ce coffre contenait vraiment. Ce n'était pas un trésor. C'était une archive de disparition. La preuve organisée d'une main qui avait su prendre sans laisser de traces, sauf ici, dans cette boîte oubliée par ceux qui croient que l'oubli est éternel. Le violoncelle, en bas, a tenu une note longue, presque immobile. Je l'ai senti vibrer jusque dans la table. Et pour la première fois, j'ai murmuré à voix basse, non comme une plainte, plutôt comme une constatation. Voilà comment on vole une vie. En la pliant soigneusement, puis en la rangeant. Le lendemain, j'ai rouvert la boutique comme si rien n'avait bougé. C'est une discipline, ne pas laisser l'événement gouverner la façade. À 9 heures, la cloche a tinté. Le premier client a demandé une réparation simple. J'ai répondu avec cette politesse neutre qui protège. Puis j'ai attendu l'heure creuse, celle où la ville se tasse, où les pas se font plus rares, où le jour ressemble à une page blanche qu'on n'ose pas salir.
Sur ma table, le coffre était là, refermé. Je ne l'avais pas vidé. La nuit m'avait enseigné une chose. Certaines vérités doivent être respirées par étapes, comme un air trop froid. Vers midi, un jeune homme est entré. Il n'avait pas l'air d'un collectionneur, ni d'un promeneur. Il regardait les étagères avec trop d'attention pour être un simple curieux. Son manteau était propre, mais sans ostentation. Son sac en toile portait des plis de bibliothèque. Il s'est approché du comptoir comme on approche une question délicate. « Madame Valérie ?» J'ai levé les yeux. Ce n'était pas un ton arrogant, plutôt un ton prudent, celui de quelqu'un qui sait que les mots peuvent provoquer des accidents. « C'est moi. » Il a hésité, puis a sorti une carte qu'il a posée sans la pousser vers moi, geste de respect ou de timidité. Bastien, étudiant en droit. Stagiaire dans un cabinet lyonnais chargé d'assister à l'inventaire de la succession de Villaret. J'étais à la vente, a-t-il dit. J'ai noté votre nom sur le bordereau. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le nom Villaret avait la densité d'une pierre dans la bouche. J'ai attendu qu'il précise, qu'il se trahisse, qu'il révèle son intention. Les gens viennent rarement pour offrir. Ils viennent pour obtenir. Vous avez acheté le coffre, a-t-il continué. Celui du grenier. Oui. Il a pris une respiration, comme s'il se préparait à marcher sur un parquet ancien. On m'a demandé de vérifier certains lots non valorisés parce qu'il y a des sensibilités. La famille souhaite éviter les malentendus. Le mot sensibilité m'a fait sourire intérieurement. On appelle ainsi dans les milieux aisés ce que d'autres appelleraient une peur. « Et vous êtes venu pour ?» ai-je demandé. Il a baissé la voix, pour m'assurer qu'il n'y a rien d'irrégulier. Mais surtout, parce que j'ai lu l'article sur Armande Villaret. Et j'ai reconnu quelque chose. Cette fois, je l'ai regardé vraiment. Son visage n'était pas celui d'un opportuniste. Il avait cette expression des jeunes gens sérieux, la fatigue d'avoir trop cru aux principes et l'obstination de ne pas vouloir les perdre. « Reconnu quoi ?» ai-je dit doucement. Il a sorti de son sac un dossier fin, des photocopies. Il les a posées sur le comptoir comme on dépose une pièce fragile. Dans les archives de l'étude, j'ai vu passer un dépôt ancien, un solo, au nom d'Armand de Villaret, date 1995. Il a ajouté, presque en s'excusant, « Je sais ce que c'est. On nous en parle à la fac, pour dater une création. Mon cœur n'a pas accéléré, il s'est simplement durci, comme une cire qui refroidit. » Et alors, Bastien a relevé les yeux, et je me suis surprise à y lire une inquiétude pour moi, pas pour sa carrière. Il y a une incohérence. Le dépôt mentionne des textes préparatoires, mais l'écriture, la structure, enfin, ce n'est pas le style habituel de Villaret à l'époque. Et puis, dans l'inventaire, j'ai vu une note interne. Éviter tout contact avec SV. Il a prononcé mes initiales comme on prononce un secret qu'on n'a pas le droit de savoir. Le silence a rempli la boutique. On entendait au loin le froissement du Rhône contre ses berges. Le violoncelle en bas répétait une phrase, toujours la même, comme si quelqu'un insistait. « Dis-le, dis-le, dis-le ». Je n'ai pas ouvert le coffre, pas encore. J'ai seulement posé ma main à plat sur le bois, geste simple, presque maternel. « Vous pensez que je suis qui, Bastien ?» ai-je demandé. Il a hésité, puis a répondu avec une honnêteté qui lui coûtait. « Je ne pense pas que vous soyez folle. » Il a ajouté, après une seconde, « Je pense que vous avez été effacée. » C'est étrange, l'effet d'une phrase juste. Ce n'est pas une consolation. C'est un diagnostic. Et parfois, être diagnostiqué, c'est déjà commencer à guérir. Je me suis redressée. J'ai senti ma pauvreté derrière moi comme un mur, mais j'ai senti aussi mon nom devant, comme une porte. « Très bien, ai-je dit. Alors nous allons faire les choses proprement. Je lui ai offert un thé, non par gentillesse, mais parce que la vérité se travaille mieux quand les mains ont quelque chose à tenir. Vous ne serez pas mon avocat, Bastien. Pas encore. Vous serez mes yeux là où je ne peux pas entrer. Et moi, je serai ma voix, là où on m'a fait taire. » Il a hoché la tête sans emphase. Il avait compris, ce n'était pas une aventure.
C'était une restitution, une lente restitution. Et dans ce pacte discret, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps que la cendre pouvait devenir preuve. Il y a des hommes qui héritent d'un nom comme on hérite d'une épée. Ils n'ont pas besoin de la brandir, il leur suffit de la laisser poser sur la table pour que tout le monde se tienne droit. Thibaut de Villaret faisait partie de ceux-là. Je ne l'ai pas vu arriver. C'est la ville qui me l'a annoncé avant lui. Un silence soudain dans la rue, comme si les passants avaient appris à contourner une ombre. La cloche a tinté, et il est entré sans regarder autour de lui, avec cette assurance tranquille des gens habitués aux lieux qui ne leur appartiennent pas, mais qu'ils estiment naturellement accessibles. Il était plus jeune que je ne l'imaginais, une quarantaine d'années peut-être. Costume sombre, coupe parfaite, rien d'ostentatoire. La richesse moderne ne s'exhibe pas, elle se certifie. Il avait le visage lisse, les yeux clairs, et ce sourire précis qui ressemble à une signature. « Madame Valérie », a-t-il dit. Il a prononcé mon nom comme on lit une adresse. Bastien n'était pas là, je l'avais justement renvoyé à Lyon pour consulter des pièces. Je n'ai pas regretté son absence. Certains moments doivent se vivre seuls, pour qu'on sache de quoi on est capable. « Monsieur de Villaret », ai-je répondu. Il a fait un léger mouvement de tête, presque une révérence. La politesse, chez ces gens, n'est pas une vertu, c'est une méthode. Il a regardé les livres, les outils, les étagères. Son regard s'est arrêté sur la presse à relier, sur les rouleaux de papier japon, sur un pot de colle à peine refermé. Il observait mon monde comme on observe un artisanat charmant, avec curiosité, mais sans y sentir une égalité. « Vous avez acheté un coffre à la vente », a-t-il dit. « Oui, un objet sans valeur », a-t-il ajouté. Du moins, sans valeur pour la majorité. Je n'ai pas relevé. Je savais déjà que notre conversation se ferait par allusion comme un duel où l'on retire les gants sans le dire. « Je viens éviter des complications », a-t-il continué. « Mon père est mort. Les gens aiment les histoires autour des morts. Et les histoires, ça salit vite, salit. Voilà son mot. Pas blesse, pas mente, pas vol. Salit. Comme si la question n'était pas la vérité, mais l'éclat. Je me suis appuyé contre le comptoir. « Vous avez peur de quoi, monsieur de Villaret ?» Il a souri, minuscule. « La peur est un mot populaire, madame. Disons que j'ai le souci de la continuité. » Il a sorti une enveloppe de sa poche intérieure, blanche, épaisse, sans logo apparent. Il ne l'a pas tendue tout de suite. Il l'a posée sur le comptoir à distance comme on pose un objet neutre. « Votre bail », a-t-il dit. « Vous louez ici depuis longtemps. » Je n'ai pas touché l'enveloppe. Et vous savez comme moi que les villes changent. Les propriétaires aussi. Les commerces modestes disparaissent parfois sans que personne ne s'en aperçoive. Il a fait une pause. Les loyers montent. Les normes se durcissent. Une inspection peut arriver. Un dossier peut se compliquer. Chaque phrase était une caresse qui cachait un crochet. Il ne menaçait pas. Il décrivait un monde où ma disparition pouvait devenir logique, administrative, inévitable. Il avait l'élégance de la violence sans violence. Je me suis surprise à penser à mes livres. On ne les brûle plus, on les déplace. On ne censurait pas mon existence, on la rendait impraticable. « Vous êtes venu me parler de littérature ou de plomberie ?» ai-je demandé. Il a eu un petit rire, poli. « Je suis venu vous proposer une sortie honorable. » Il a glissé l'enveloppe de quelques centimètres, sans la pousser vraiment. « Une somme correcte, un déménagement, une retraite tranquille. Vous gardez votre dignité, nous gardons la nôtre. Personne ne souffre. » C'était donc cela, acheter mon silence avec le vocabulaire de la compassion. Il appelait dignité, ce qui n'était qu'un arrangement. Je l'ai regardé longtemps, puis j'ai dit très doucement, « Vous savez, monsieur de Villaret, on peut vivre pauvre et rester debout. Mais vivre muette, ça coûte plus cher. » Son sourire s'est figé juste un instant. Il a repris aussitôt, comme on remet un masque. « Je ne vous demande pas d'être muette. Je vous demande d'être raisonnable.
Le mot raisonnable avait le goût des années où l'on m'a expliqué que mon talent devait rester à sa place. Je me suis penchée légèrement, pas pour l'intimider, mais pour réduire la distance entre son monde et le mien. Dites-moi, ai-je murmuré, comme une simple curiosité. Quand vous allez au cimetière, vous regardez le nom sur la pierre. Et vous vous dites quoi, exactement? Que ce nom a un prix ou qu'il a une dette? Il a cligné des yeux. La question était trop nue pour son langage. Il a repris son calme. Réfléchissez, Madame Valérie. Je repasserai. Il a tourné les talons. Avant de franchir la porte, il a ajouté, presque avec douceur, « Les cendres, ça vole. Il suffit d'un peu de vent. » Quand la cloche a retenti derrière lui, le violoncelle en bas a attaqué une note grave, tenue comme une colonne. Et moi, dans le silence redevenu mien, j'ai compris que la guerre serait propre. Et que, dans une guerre propre, on meurt souvent de froid, si l'on ne garde pas, au fond de soi, une braise assez têtue pour brûler les papiers. Après le passage de Thibaut, j'ai laissé l'enveloppe intacte sur le comptoir toute la nuit. Elle avait la blancheur des choses dangereuses. Le matin, je l'ai rangée dans un tiroir, non pas par peur, mais parce que je refuse qu'un homme décide de la place des objets dans ma vie. C'est une manière de reprendre la main. Choisir où l'on met ce qui veut vous écraser. Bastien est revenu de Lyon avec un visage plus fermé que d'habitude. Il n'avait pas l'air effrayé, il avait l'air réveillé. « Il s'est renseigné sur vous ?» m'a-t-il dit dès qu'il a franchi la porte. Très vite. Je n'ai pas demandé comment il le savait. Dans certains milieux, l'information circule comme le vin, par réseau, par habitude, par réflexe. Il est venu, ai-je répondu. Il a parlé de mon bail, de contrôle, de sortie honorable. Bastien a serré la mâchoire. Ce n'est pas une menace directe. C'est pire, c'est un système. J'ai hoché la tête. C'était exactement cela. Une expulsion sans violence apparente, comme une page qu'on arrache sans bruit. Nous avons étalé sur la table les éléments du coffre. Lettres, carnets, l'enveloppe solo et quelques feuilles dactylographiées avec des corrections au crayon. Bastien lisait avec l'attention d'un futur avocat. Moi, je lisais avec l'attention d'une femme à qui on rend un miroir. Par moments, je ne reconnaissais pas seulement mes phrases, je reconnaissais mon souffle. Au fond d'un carnet, une note m'a arrêté. 2 lignes, presque rien. Monsieur a tout récupéré. L'échange a eu lieu. Nuit du 17 au 18, ne jamais laisser traîner. C. Bastien a pointé du doigt le C. C'est comme Claudine, ai-je dit sans réfléchir. Le nom était sorti tout seul, comme un objet longtemps enfoui qui remonte quand on remue la terre. Claudine. L'ancienne secrétaire d'Armand, une femme discrète, efficace, toujours en retrait. Elle m'avait, à l'époque, regardé avec une compassion froide, comme si elle savait déjà la fin. « Elle est vivante ?» a demandé Bastien. « Je ne sais pas. Mais si quelqu'un sait ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est elle. » Nous avons décidé de partir le jour même. Non comme on part en aventure, mais comme on part chercher un dossier oublié, avec une urgence qui reste silencieuse. Lyon n'était qu'à 1 heure, pourtant le trajet avait la gravité d'un retour en terrain miné. À la gare de Perrache, les voix s'entrechoquaient, les annonces résonnaient sous les verrières. Nous avons traversé la ville à pied. Je voulais marcher. Les rues de Lyon, avec leurs façades anciennes, ont cette capacité à vous faire croire que tout est stable, que l'histoire est une pierre. Mais l'histoire, je le savais, se fait aussi dans les couloirs, dans les arrière-boutiques, dans les regards qu'on évite. Bastien avait obtenu une adresse ancienne grâce aux archives du cabinet. Un appartement dans le 6 arrondissement, près du parc de la Tête d'Or. Un quartier où les arbres semblent plantés pour calmer les consciences. En chemin, nous sommes passés devant une librairie poussiéreuse, une de ces boutiques où l'odeur du papier vous prend à la gorge. J'ai ralenti, malgré moi. Derrière la vitre, un livre d'Armand de Villaret était exposé. Son nom brillait en lettres nettes. Mes phrases, elles, dormaient à l'intérieur comme des passagers clandestins.
Vous voulez entrer? A demandé Bastien. Non, ai-je dit. Pas encore. Parce que je savais, entrer là, c'était risquer de reconnaître mon propre vol, et je devais garder mes forces pour la vérité. Chez Claudine, l'immeuble avait une élégance fatiguée. Pierre claire, boîte aux lettres alignées comme des confessions. Nous avons sonné. Pas de réponse. Une seconde fois. Toujours rien. Bastien a consulté son téléphone. L'adresse est bonne, mais elle a peut-être déménagé. J'ai regardé la porte, le bois verni, le Judas au milieu. J'ai posé la main sur la sonnette une troisième fois, plus longtemps, comme on insiste sur un mot qu'on n'a jamais eu le droit de prononcer. Enfin, des pas, lents, puis le bruit d'une chaîne. La porte s'est entr'ouverte sur un visage de femme âgée, pâle, les cheveux tirés en arrière. Les yeux, eux, étaient restés vifs, des yeux qui avaient vu trop de choses pour s'endormir. Elle nous a regardés sans surprise. Je savais qu'un jour, quelqu'un viendrait, a-t-elle dit. Sa voix était basse, presque sèche, pas hostile, résignée. Et là, dans le couloir étroit de l'immeuble, j'ai senti que 1995 n'était plus un souvenir. C'était une pièce verrouillée dont on venait, enfin, de retrouver la serrure. « Madame, Claudine ?» ai-je demandé. Elle a fixé mon visage comme on compare une photo à une réalité. « Solange Valéry » a-t-elle répondu. Puis, après une seconde, avec ce sous-entendu cruel que seuls les témoins possèdent. « Vous avez mis du temps à revenir chercher votre nom. » Chez Claudine, tout était rangé comme dans une salle d'archives. Rien ne dépassait, rien ne criait, et pourtant chaque objet semblait chargé d'avoir attendu. L'appartement sentait le savon neutre et le papier sec. Sur une console, un cadre retourné contre le mur. Détails minuscules, mais parlants. Certains visages, même en photo, sont encore trop présents. Elle nous a fait entrer sans inviter. Nous avons traversé un couloir étroit, tapissé d'un beige sans opinion. Dans le salon, la lumière du jour tombait en carré sur un tapis usé. Un silence s'y tenait, stable comme un meuble. Claudine a pris le temps de refermer la porte, de tourner la clé, puis d'enlever son manteau avec une lenteur étudiée. Ce n'était pas de la coquetterie. C'était une manière de reprendre le contrôle. Quand on va dire quelque chose de dangereux, on commence par remettre son col en place. « Vous êtes stagiaire ?» a-t-elle demandé à Bastien en regardant son sac. « Oui, madame. » Alors vous savez déjà que la vérité est rarement une phrase. C'est un classeur. Elle s'est assise, a joint les mains et m'a regardé comme on regarde une femme qu'on n'a pas su aider. « Je vous dois au moins la précision, a-t-elle dit. Pas des excuses. Les excuses, c'est pour se soulager. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée d'ôter mes gants, lentement, comme si je me préparais à toucher une matière fragile. Bastien a sorti un carnet, mais il n'écrivait pas encore. Il attendait le bon endroit, comme on attend le bon moment pour poser une question en droit. Claudine s'est levée sans prévenir. Elle a ouvert un tiroir, en a tiré une petite boîte en fer, cabossée, et l'a posée sur la table basse. Le geste était simple. Il avait la gravité des dépôts. La nuit du 17 au 18, a-t-elle commencé, en fixant la boîte, pas nous. 1995. Le chiffre a traversé la pièce comme un courant d'air froid. Il vous avait fait venir à Lyon, n'est-ce pas? Pour discuter d'un manuscrit. Je n'ai pas dit oui. Claudine n'en avait pas besoin. Ce soir-là, il avait organisé un dîner. Pas mondain, un dîner utile. 2 hommes de la maison d'édition, un critique, et moi dans la cuisine à faire semblant de ne pas entendre. Elle a eu un sourire bref, sans joie. On croit toujours que les secrétaires ne savent rien. C'est pratique. Les murs aussi savent, mais ils ne signent pas les courriers. Bastien a enfin écrit. Un mot. 2. Vous aviez apporté vos feuillets, a-t-elle repris. Un ensemble complet. Des pages qui portaient votre odeur, l'encre, le froid et cette colère propre qui donne du style. Elle a inspiré. Il les a lus à haute voix après le dessert, comme s'il les découvrait. Je me suis sentie rétrécir, comme si l'air manquait. Pourtant, je n'ai pas bougé. Puis il a parlé amélioration, a continué Claudine, d'élagage, de structure. Il a dit,
Vous avez du feu, Solange, mais vous n'avez pas de cheminée. Elle a levé les yeux vers moi. Vous vous souvenez? Je me souvenais. La phrase m'avait brûlé parce qu'elle avait l'air d'un compliment. C'est ainsi qu'on vole, en enveloppant le couteau dans du velours. Claudine a tapoté la boîte du doigt. Après, il vous a demandé de lui laisser le manuscrit pour la nuit. Il a dit qu'il voulait le relire, au calme. Et vous avez hésité. Le sous-entendu flottait, ma naïveté, ma fatigue, mon besoin d'être reconnu. La jeunesse n'est pas une faute, mais elle devient une faiblesse quand on la rencontre au mauvais endroit. Vous êtes parti avec une copie? A demandé Bastien, doucement. Claudine a secoué la tête. Non. À l'époque, vous n'aviez pas de quoi faire une copie propre, et il vous a promis qu'on s'en occuperait. Elle a laissé tomber. On s'en est occupé. Le violoncelle du voisin, dans ma mémoire, a rejoué une note grave. Ici, dans cet appartement, il n'y avait pas de musique, juste le tic-tac d'une horloge. Dans la nuit, a poursuivi Claudine, il a fait venir un dactylographe, un homme discret. Ils ont retapé vos pages. Ils ont changé 2 ou 3 tournures, juste assez pour que ça lui ressemble à lui. Pas assez pour que ce ne soit plus vous. Elle a baissé la voix. Au petit matin, il a échangé les piles. Il a gardé l'original. Il vous a rendu une version corrigée, incomplète. Je me suis rappelé ces feuillets qu'il m'avait rendus. Certains paragraphes manquaient. Je m'étais dit que j'avais égaré des pages. Je m'étais accusé. C'était donc cela. On m'avait appris à me suspecter. Claudine a ouvert la boîte. Dedans, un petit paquet enveloppé dans du papier fin. Elle l'a déroulé. Un fragment de feuillet, jauni, avec une phrase au milieu, barrée d'un trait, puis réécrite. J'ai gardé ça, a-t-elle dit. Pas par courage, par instinct, comme on garde une écharde pour se souvenir qu'on a été touché. Bastien a penché la tête. C'est de l'écriture de qui? La correction au crayon est d'Armand. La phrase, c'est elle. Elle m'a tendu le fragment. Je l'ai pris. Mes doigts ont reconnu la fibre, la manière dont l'encre s'était déposée. Et j'ai senti dans cette petite chose presque ridicule la puissance des preuves. Elles ne sont pas grandes, elles sont exactes. Pourquoi ne pas avoir parlé avant? Ai-je demandé, sans reproche. Claudine a regardé la fenêtre, les arbres du boulevard, la vie normale dehors. Parce qu'il n'y a pas de place pour les témoins, Madame Valérie. Il y a des places pour les héros et des places pour les traîtres. Les témoins, on les range. Elle a ajouté avec une lucidité froide, et parce que son fils me faisait peur. Pas avec des cris, avec des dossiers. Bastien a fermé son carnet. Est-ce que vous accepteriez de confirmer tout cela, si besoin? Claudine a eu un silence long, puis elle a soufflé. Je ne suis pas sûre d'avoir encore l'âge d'avoir peur. Et dans cette phrase, j'ai compris que l'histoire avançait, non par explosion, mais par déplacement. Les cendres commençaient doucement à changer de place. Paris m'a toujours donné l'impression d'une scène qui n'a pas besoin de moi pour continuer. Même quand on y souffre, Paris continue. Les taxis, les vitrines, les touristes, les feuilles qui tombent, tout est déjà en place, comme si la ville répétait le même acte depuis des siècles. Nous sommes arrivés un matin de fin d'automne. L'air avait cette transparence froide qui rend les couleurs plus tranchantes, le gris des pierres, le vert fatigué des statues, le brun des marronniers. Bastien marchait à côté de moi, silencieux. Il portait un dossier sous le bras, mais on aurait dit qu'il portait plutôt une question trop lourde pour son âge. Le rendez-vous avait été fixé dans les jardins des Tuileries, près d'une allée moins fréquentée, là où les bancs sont occupés par des lecteurs, des vieux messieurs immobiles, des femmes qui regardent les bassins comme on regarde une pensée. Thibaut de Villaret n'avait pas choisi ce lieu par hasard. Les Tuileries, c'est un décor de respectabilité. On y vient pour paraître calme. On y vient pour que la violence ait l'air d'une conversation. Il était déjà là, debout, manteau sombre, mains nues, sans parapluie, malgré le ciel hésitant. 2 hommes à distance, par hasard, lisaient un journal identique.
Je n'ai pas eu besoin de les désigner. Bastien les a vus aussi. Il a serré son dossier, puis m'a regardé comme pour demander « On fait quoi ?» Je lui ai répondu par un très léger mouvement de tête. « On marche. » Thibaut s'est avancé avec ce sourire parfaitement mesuré, celui qu'on réserve aux situations où l'on veut croire qu'on contrôle encore tout. « Madame Valérie, merci d'être venue. On ne refuse pas une promenade quand on a passé la moitié de sa vie dans une arrière-boutique, ai-je répondu. Il a eu un petit rire poli, comme si je venais de faire une plaisanterie charmante. Puis son regard s'est posé sur Bastien. « Vous avez amené votre ami. » Bastien a ouvert la bouche, mais je l'ai arrêté d'un regard. « C'est un témoin. Vous aimez les témoins, non? Sans eux, l'histoire devient fragile. » Le mot « histoire » a légèrement durci l'air entre nous. Thibaut a fait semblant de ne pas l'entendre. Nous avons marché quelques mètres. Les feuilles craquaient sous nos pas. Un enfant a couru, un ballon rouge à la main, et ce détail m'a frappé comme une ironie. Même ici, au cœur de Paris, la vie joue à côté des drames sans les voir. Thibaut s'est arrêté près d'une statue. Il a sorti une enveloppe de son manteau. Encore une enveloppe. Il avait décidément un goût pour les papiers qui prétendent régler ce que les âmes ne règlent pas. « Je vous propose une solution élégante, a-t-il dit, sans procès, sans presse, sans agitation. Il a glissé l'enveloppe vers moi. Vous savez ce que c'est? Je n'ai pas tendu la main. Je l'ai laissé tenir son argent comme on laisse quelqu'un tenir son mensonge. Une somme importante, a-t-il ajouté. De quoi vivre bien. De quoi quitter Vienne. De quoi oublier. Le mot « oublier » est sorti de sa bouche avec la douceur d'un parfum, comme si l'oubli était une crème qu'on applique sur une cicatrice. Je me suis approché d'un banc, j'ai posé ma main sur le dossier et j'ai regardé Thibaut calmement. « Dites-moi, monsieur de Villaret, quand vous payez pourquoi? Pour le silence des autres ou pour votre sommeil ?» Son sourire a vacillé, presque imperceptiblement. « Je paye pour éviter des dégâts inutiles, a-t-il répondu. Votre combat est disproportionné, ai-je répété. J'ai laissé passer une seconde, le temps qu'un couple de touristes traverse l'allée, prenne une photo et s'éloigne. Vous savez ce qui est disproportionné? Ce n'est pas ma demande. C'est le fait qu'un homme puisse être enterré sous un nom propre alors qu'il a vécu sous les phrases des autres. Thibaut a serré l'enveloppe plus fort. Vous voulez quoi? Au juste? Une reconnaissance? Une mention? Un petit encart dans un catalogue? On peut arranger ça. Arranger. Comme on arrange une décoration. Comme on arrange un héritage. Comme on arrange la vérité pour qu'elle rentre dans un cadre. Je me suis penché légèrement vers lui, assez pour que ma voix n'appartienne qu'à lui. Je veux vous poser une question, monsieur de Villaret. Une seule. J'ai désigné, d'un mouvement presque imperceptible, l'espace invisible d'un cimetière. Quand on grave un nom sur une pierre, on grave quoi exactement? Une identité ou un vol? Il a cligné des yeux. Dans ce bref battement, j'ai vu quelque chose. Pas de la peur, non. Plutôt la surprise d'être touché à un endroit où l'argent n'entre pas. Bastien a fait un pas, prêt à dire quelque chose. Thibaut l'a ignoré. « Vous êtes en train de commettre une erreur, Madame Valérie, a-t-il murmuré. Je lui ai souri, un sourire très léger, presque triste. Les erreurs, monsieur, je les connais. J'ai vécu dedans. J'ai ajouté en regardant les arbres. Cette fois, je choisis autre chose. Je me suis éloigné sans prendre l'enveloppe. Derrière moi, je sentais son regard comme une main froide dans mon dos. Mais devant, il y avait le chemin, les feuilles, la ville et cette certitude nouvelle. Il ne savait plus comment me réduire. Et à Paris, ce jour-là, au milieu d'un jardin public, j'ai compris que la dignité n'est pas un mot. C'est un refus silencieux, répété, tenu, jusqu'à ce que l'autre entende enfin ce qu'il n'a jamais voulu écouter. Je n'ai pas porté l'affaire devant un tribunal, non par faiblesse, par cohérence. Les tribunaux jugent des faits. Moi, je voulais rendre audible une voix. Et une voix ne se plaide pas, elle se reconnaît.
La bibliothèque où j'ai organisé la lecture était modeste, une ancienne salle paroissiale reconvertie à Lyon, non loin des quais. Des étagères un peu bancales, des chaises dépareillées, une lumière trop blanche qu'on n'avait pas su adoucir. Rien d'impressionnant. Mais les lieux simples ont une qualité rare. Ils n'intimident pas la vérité. Bastien avait fait circuler l'invitation sans tapage. Quelques critiques, 2 universitaires, une éditrice indépendante, un journaliste culturel connu pour ses silences plus que pour ses articles. Et bien sûr, Thibaut de Villaret. Je ne l'avais pas invité directement. Il était venu parce que certaines absences sont plus risquées que les présences. Quand je suis entré, il était déjà là, assis au 2e rang, droit, impeccable. Son visage n'exprimait rien. Les hommes élevés dans le contrôle confondent souvent neutralité et innocence. Je me suis installé derrière la table. Pas de pupitre. Je ne voulais pas dominer. Devant moi, un verre d'eau, quelques feuillets et le fragment original récupéré chez Claudine, glissé entre 2 pages, comme une cicatrice discrète. J'ai commencé sans préambule. Je vais vous lire un texte, il a été publié sous un autre nom. Je ne vais pas vous dire lequel. Un murmure a traversé la salle. Puis le silence. Un vrai, celui qui n'attend pas qu'on finisse vite. J'ai lu. Ma voix n'a pas tremblé. Elle n'était ni vengeresse, ni plaintive. Elle était exactement ce qu'elle avait toujours été. Précise, retenue, chargée de ce qui ne se dit pas. Les phrases ont trouvé leur place dans l'air, comme si elles y avaient toujours été destinées. Je reconnaissais les respirations, les ruptures, cette manière que j'ai de laisser une idée inachevée pour obliger l'autre à la porter. Puis j'ai ouvert un livre d'Armand de Villaret, une édition connue. J'ai lu le passage correspondant, mot pour mot, rythme pour rythme, jusqu'à la ponctuation. Il n'y a pas eu de scandale, pas de cri, seulement ce moment très rare où l'intelligence collective se met à travailler toute seule. Les regards se sont croisés. Quelqu'un a pris des notes. Une femme a fermé les yeux, comme pour mieux entendre. J'ai alors posé le fragment jauni sur la table. Ceci est la version antérieure, la mienne. J'ai marqué une pause. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous demande de lire. Thibaut n'a pas bougé. Mais quelque chose en lui s'était déplacé. Il ne pouvait plus parler d'interprétation, de coïncidence, de travail collectif. Les mots avaient cessé de lui obéir. Je suis parti avant la fin. Les discussions se sont poursuivies sans moi. C'est ainsi que doivent se terminer les restitutions. Quand celle qui a rendu n'a plus besoin d'être là. Quelques semaines plus tard, une lettre est arrivée. Papier officiel. En-tête discret. La Bibliothèque nationale m'informait que mon nom serait désormais mentionné comme autrice des textes concernés dans les catalogues et les notices critiques. Rien de flamboyant, rien d'expiatoire, juste une correction. Thibaut n'a pas appelé, il n'a pas écrit. Les grandes familles savent disparaître avec élégance quand le silence devient trop parlant. Ce matin-là, à Vienne, j'ai ouvert la boutique plus tard que d'habitude. J'ai marché jusqu'au petit jardin en contrebas, là où un cerisier résiste encore aux saisons. Je me suis assise sur le banc. Dans mes mains, il y avait un livre. Pas un monument, pas une revanche. Un livre simple, avec mon nom sur la couverture. Solange Valéry. Le violoncelle en bas a joué une phrase lente, presque apaisée. J'ai souri. Pas de triomphe, pas d'amertume, seulement cette sensation rare et stable, celle de ne plus être en dette avec soi-même. On croit que la justice est une flamme. Parfois, ce n'est qu'une braise déplacée au bon endroit. Et cela suffit à réchauffer toute une vie. Il y a des histoires qui ne se terminent pas par une chute, mais par un redressement intérieur. L'héritage des cendres ne raconte pas la victoire d'une femme sur un homme, ni celle d'un faible sur un puissant. Il raconte quelque chose de plus inconfortable, et donc plus vrai. La lente reconquête d'un nom, d'une voix, d'un droit à dire j'étais là. On nous apprend tôt à confondre le silence avec la sagesse, la discrétion avec la dignité, l'oubli avec la paix.
Pourtant, combien de vies ont été rangées dans des tiroirs au nom du raisonnable? Combien de phrases ont été prononcées par d'autres sous un autre nom pendant que leur auteur apprenait à se taire pour survivre? Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. On peut survivre longtemps sans justice, mais on ne vit pleinement qu'à partir du moment où l'on se reconnaît soi-même. La vérité n'a pas toujours besoin d'un tribunal. Parfois, elle n'a besoin que d'un lieu, d'une voix et d'un silence prêt à écouter. Alors permettez-moi de vous poser quelques questions, non pas pour y répondre vite, mais pour les laisser travailler en vous. Y a-t-il dans votre vie une parole que vous n'avez jamais pu signer de votre nom? Un travail, un amour, un sacrifice dont quelqu'un d'autre a récolté la reconnaissance? Vous est-il déjà arrivé de vous taire non par choix, mais par épuisement? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui en vous demande encore à être réhabilité? Si cette histoire a réveillé en vous un souvenir, une injustice ancienne, ou au contraire un courage longtemps différé, je vous invite à la partager. Vous pouvez écrire anonymement si vous le souhaitez. Racontez votre propre héritage, celui des silences, des renoncements ou des braises encore chaudes sous la cendre. Car raconter à tout âge n'est pas se plaindre, c'est reprendre sa place dans le récit. Oh, near their vial. Okay. Oh my god, I'm behind on chat. If you felt like throwing a good boy in here and there, I'm not gonna pipe up. I'm picking up Chewy tonight, Darcy. You'll get one in the crossfire, I'm sure. My boss says good girl to me quite a lot, and I don't think he has any idea about the other connotation. If he does, that's also fucked up. Either way, it's not great, Soraya. Why are we watching Kate's Glorious? Oh, Kate and Tom hung out this weekend, and we were looking through the photos, and then we got distracted chatting. You got the day off? Nice! What are you doing the day off? Walking away from your boss, biting the tip of your finger, feeling hot in the face. Biting the top of your finger? Oh, like that? Okay, nice. I was like, what? Okay, did you get pissed up on stream yesterday? No, why? Sorry, I just don't have that dog in me. Rank, it was rank, yeah. Doing some crafts, nice. Catch me poking my head out the trenches trying to get caught in it, yeah. Did you just, that was crazy that you have got that just on tap. That's really good, Soraya. I like the one eye closed. Oh, asking about the hangover. I was hungover. I think Vish just assumes I'm always hungover. I was hungover yesterday and the day before, to be fair. So I didn't get pissed up on stream yesterday. Who asked about my Five Guys? Wait, I wrote a funny message about my Five Guys.